vous est-il déjà arrivé de vous demander si l'amour existait vraiment? Vous est-il déjà arrivé de vous demander si l'amour n'était pas qu'une illusion ou qu'un rêve? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la plupart des couples finissaient toujours par se disputer? Pourquoi est-il si difficile pour un couple de communiquer et d'exprimer ses sentiments avec sincérité? Un écrivain a réfléchi à ces questions en l'an de grâce 1668. Cet écrivain n'est autre que Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. En 1668, Molière décide d'écrire et de mettre en scène une comédie au sujet de la vérité et de l'amour intitulée Amphitryon. Molière entreprend ce projet à un moment de sa vie et de sa carrière où il doit affronter des épreuves difficiles. Son Tartuffe, véritable satire contre les dévots, subit la censure depuis 1664. Molière subit des attaques de toutes parts et même son soutien le plus fidèle et le plus puissant, le roi Louis XIV, a pris ses distances. Molière trouve cependant un appui auprès de Louis II de Bourbon, dit le Grand Condé. Qui est le Grand Condé? Il est à la fois prince, cousin du roi, général et mécène. Cet amoureux des lettres et des arts est un des chefs du parti libertin en France. Qu'est-ce qu'un libertin au XVIIe siècle? Le libertinage est un courant philosophique qui apparaît en Italie au moment de la Renaissance. En France, le courant libertin est avant tout aristocratique. Libertin vient du latin libertus, qui signifie à l'origine esclave affranchi. Il y a donc dans le mot libertin l'idée d'autonomie, d'émancipation. Mais émancipation par rapport à quoi? Le libertin s'émancipe de la religion qu'il réduit à une superstition. Il refuse l'autorité religieuse et tous les dogmes. Il prône la liberté de penser et il s'oppose à toute forme de dogmatisme qui enferme l'esprit dans l'illusion et l'éloigne de la réalité. Au fond, le libertin ne croit qu'en une seule chose, la raison, ce qui implique la négation de l'existence de Dieu. Pour justifier leur athéisme, les libertins s'appuient sur un philosophe grec de l'Antiquité, Épicure. Pour ce penseur antique, tout n'est que matière dans l'univers. Le libertinage intellectuel du XVIIe siècle n'est pas sans danger. Le philosophe libertin Jules César Vanini périt sur le bûcher en 1619 pour avoir affirmé de telles idées. Tout ceci nous apprend que si le Grand Condé offre un véritable soutien moral à Molière, il ne saurait remplacer la protection du roi. En 1668, au moment de présenter Amphitryon, Molière est isolé et se sent abandonné. C'est pourquoi la pièce commence par une dédicace à Louis II de Bourbon. C'est aussi la raison pour laquelle Molière écrit, joue et met en scène des comédies plus légères et moins controversées. En effet, 1668 est aussi l'année de création de Georges Dandin, qui est une comédie-ballet, et de l'Avare, inspirée d'une farce latine de Plaute. Mais c'est la pièce Amphitryon qui inaugure l'année 1668, puisqu'elle est présentée au public pour la première fois le 13 janvier 1668 au théâtre du Palais Royal. Molière parvient à présenter cette pièce au roi le 16 janvier 1668. Mais la pièce n'obtient pas le succès escompté. Cependant, la critique est plutôt positive. On parle de spectacle charmant. Si Nicolas Boileau, grand homme de lettres au XVIIe siècle, préférait la pièce de Plaute à celle de Molière, la plupart des avis demeurent très élogieux. En 1697, le philosophe Pierre Bayle dit ceci :
il y a des finesses et des tours dans l'Amphitryon de Molière qui surpassent de beaucoup les railleries de l'Amphitryon latin. En 1799, le critique et écrivain français Jean-François de La Harpe écrit ceci : « Aucune comédie ne doit faire plus rire que celle-ci. » Enfin, de nos jours, en 2007, le comédien Francis Perrin affirme ceci : « Féerie, beauté et drôlerie font d'Amphitryon un chef-d'œuvre tout à fait original dans l'œuvre de Molière. » Quelle est la structure de l'œuvre ? La pièce est composée en 3 actes, précédés d'un prologue que nous étudierons la prochaine fois. Les vers utilisés sont libres. Molière utilise aussi bien des octosyllabes que des heptamètres ou des alexandrins. Qui sont les principaux personnages ? Nous avons tout d'abord Amphitryon, qui est un général thébain, Alcmène, son épouse, Sosie, le valet d'Amphitryon, et Cléanthis, l'épouse de Sosie. Entrent en jeu également Jupiter, le roi des dieux, qui, comme nous allons le voir, va se métamorphoser en Amphitryon. Mercure, enfin, qui est le messager de Jupiter et qui va se métamorphoser en Sosie. Parmi les personnages secondaires, nous avons la nuit et 4 capitaines thébains qui sont les amis d'Amphitryon. Quelle est l'intrigue principale ? Jupiter, le roi des dieux, est tombé amoureux d'Alcmène. Il décide donc de profiter du départ d'Amphitryon à la guerre pour séduire Alcmène. Comment va-t-il faire ? Il va se métamorphoser en Amphitryon afin de pouvoir passer une nuit avec Alcmène en toute impunité. Et pour que la nuit dure le plus longtemps possible, Jupiter donne une double mission à Mercure. D'abord, demander à la nuit de se prolonger. Ensuite, empêcher qui que ce soit d'entrer dans la maison d'Alcmène et d'Amphitryon. Mercure se métamorphose en Sosie afin de prendre les apparences du valet d'Amphitryon. Lorsque Sosie tombe sur son double, il n'en croit pas ses yeux, d'autant plus qu'il se fait chasser manu militari par l'être qui a pris son apparence. Vous comprenez maintenant pourquoi on appelle le double de quelqu'un un sosie. Le nom commun sosie vient directement de cette histoire héritée de la mythologie grecque. Le vrai sosie, dans la pièce de Molière, s'échappe, rejoint le vrai Amphitryon et l'informe de sa mésaventure. Quand le vrai Amphitryon apprend qu'il a un double qui s'est introduit dans sa maison pour coucher avec son épouse, il se sent trahi. Le couple Alcmène-Amphitryon est alors prêt à exploser. La pièce, vous le verrez, regorge de malentendus, de quiproquos et de disputes entre les personnages qui sont confrontés à leur double. Alcmène et Amphitryon vont-ils réussir à se réconcilier dans toute cette confusion ? C'est ce que vous découvrirez en lisant la pièce. Quelle est la principale source d'inspiration de Molière pour cette pièce ? Molière est un érudit. Il possède une culture philosophique, théâtrale et littéraire immense. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo consacrée aux sources d'inspiration de Molière. Molière, ainsi, s'est inspiré de la comédie latine Amphitryon de Plaute. Plaute est un auteur latin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Le XVIIe siècle, le siècle de Molière, est l'époque du classicisme. Le classicisme est un courant artistique et littéraire qui prend l'Antiquité pour modèle. Louis XIV lui-même n'hésite pas à se mettre en scène sous les traits de Jupiter ou d'Apollon lors des fêtes royales à Versailles. Louis XIV aimait particulièrement la danse et il montait régulièrement sur scène pour danser avec un masque de Jupiter ou du soleil.
L'utilisation des mythes antiques, propres au classicisme, permettait à Louis XIV de favoriser le rayonnement de sa politique et d'asseoir son autorité. Pourquoi Molière a-t-il repris la pièce Amphitryon de Plaute ? Nous pouvons donner plusieurs raisons. D'abord, le sujet léger de la pièce protégeait Molière à une époque où sa vie était menacée par le parti dévot. Ensuite, le recours à l'antique permet de répondre au goût classique du roi. Mais on peut donner une troisième raison. Vous allez le découvrir en lisant la pièce. Le personnage de Jupiter est particulièrement provocateur, insolent, arrogant, cynique, et il n'hésite pas à promouvoir le libertinage des mœurs et les plaisirs des sens. En somme, Jupiter est un libertin. Ainsi, la troisième et dernière raison permettant d'expliquer ce choix de la part de Molière réside dans l'intérêt du recours à la mythologie. La mythologie, ici, offre un détour qui permet de protéger Molière, de la même manière que La Fontaine, par exemple, utilise le détour de la fable animalière pour dénoncer les vices de son temps sans crainte d'être accusé de dénoncer une politique en particulier. En utilisant une histoire célèbre de la mythologie, celle d'Amphitryon, on ne peut ainsi rien reprocher à Molière. Quels sont les avantages d'une histoire mythologique au théâtre ? La mise en scène d'Amphitryon permet à Molière d'utiliser des effets spéciaux qui sont très appréciés à l'époque. Une pièce mettant en scène des dieux et des métamorphoses est l'occasion d'emporter les personnages dans les airs ou de les faire disparaître comme par magie, grâce à un système de treuils et de poulies très à la mode au XVIIe siècle. C'est ce que l'on appelle les pièces à machine. Les pièces à machine sont des divertissements à grand spectacle. Cela correspond aussi au goût baroque. Si la question du baroque chez Molière vous intéresse, vous pouvez regarder la vidéo que j'y ai consacrée dans Le Malade imaginaire. L'utilisation d'effets spéciaux est aussi une manière pour Molière de montrer sa virtuosité. Lui, l'homme de théâtre total, puisqu'il était à la fois écrivain érudit, comédien, directeur de troupe et metteur en scène. Une telle pièce permet à Molière de montrer tous ses talents. Où les machines sont-elles utilisées dans la pièce ? Dans notre pièce, Amphitryon, les machines sont utilisées dans le prologue et dans le dénouement, quand apparaissent les dieux en tant que tels. Utiliser les machines au début et à la fin de la pièce permet aussi de marquer les esprits. Dans le prologue, que nous allons étudier dans une prochaine vidéo, la nuit apparaît sur son char. Mercure vient la voir sur un nuage. Et dans la dernière scène, Jupiter apparaît dans les nuages. Qu'apporte Molière de nouveau par rapport à l'histoire mythologique ? Molière ne montre pas seulement ses talents de metteur en scène dans cette pièce, et il ne se contente pas de reprendre un vieux mythe déjà mis en scène par Plaute dans l'Antiquité. Molière met au goût du jour cette histoire en employant un langage très à la mode au XVIIe siècle, qui est le langage de la préciosité. Ce langage se caractérise par un vocabulaire raffiné, par l'utilisation de métaphores et d'hyperboles pour exprimer les sentiments. Par exemple, pour parler de son désir amoureux, Amphitryon emploie le mot « feu ». Quand il découvre la trahison de Jupiter et d'Alcmène, le même Amphitryon se dit « assassiné ». Ce langage de la préciosité était très apprécié dans les salons parisiens et à la cour du roi. En quoi le plaisir est-il essentiel dans cette pièce ?
Le recours à l'antique et à la mythologie ne répond pas seulement au besoin de plaire au roi et à la cour. C'est aussi l'occasion de développer une mise en scène des décors et des costumes exotiques, merveilleux, favorables au plaisir des sens. D'ailleurs, les metteurs en scène exploitent cette veine féerique quand ils représentent l'Amphitryon de Molière. Je pense notamment à Anatoly Vassiliev qui, en 2002, à la Comédie Française, à Paris, signe une mise en scène d'Amphitryon marquée par la fantaisie et par le merveilleux oriental. Qu'a apporté Amphitryon à Molière ? Les efforts de Molière pour plaire au roi, sans renier son identité et ses valeurs, ne seront pas vains. Grâce au soutien du Grand Condé et grâce à la créativité de Molière qui propose en une seule année 3 pièces, Amphitryon, Georges Dandin et l'Avare, Louis XIV a l'intelligence de lever l'interdiction du Tartuffe en novembre 1668. Amphitryon a donc contribué à la réhabilitation de Molière auprès du roi. Quels sont les thèmes de la pièce ? Nous l'avons vu, c'est une pièce inspirée de la mythologie et de la farce latine qui parle d'amour et d'adultère. Cependant, cette pièce nous interpelle encore aujourd'hui parce que toute l'intrigue repose aussi et surtout sur le thème du double. En mettant en scène des doubles, des sosies, Molière interroge le spectateur sur son identité personnelle, sur la stabilité de son moi. Je m'explique. Dans la scène où Sosie rencontre son double, scène que nous étudierons, il est terrifié, et ce d'autant plus que Mercure se fait menaçant et oblige Sosie à renoncer à être Sosie. Mercure prétend être le vrai Sosie face à Sosie. Cette scène est à la fois très drôle et terrifiante, parce qu'elle conduit à demander dans quelle mesure on peut m'obliger à renoncer à moi-même. Puis-je arrêter d'être qui je suis ? Dois-je cacher ma véritable identité pour continuer à vivre en paix ? Qui suis-je si je suis condamné à me cacher pour me protéger de mes ennemis ? Ainsi, plusieurs répliques dans la pièce, vous allez le voir, évoquent le rêve et la folie, qui sont des thèmes encore très actuels, notamment dans le domaine de la psychologie. Par ailleurs, la rencontre des doubles dans la pièce est toujours comique et souvent absurde, ce qui entre en résonance avec le théâtre contemporain qui s'interroge sur le sens de l'existence et sur la raison d'être des choses. Le thème du double nous intéresse aujourd'hui particulièrement. C'est un motif récurrent dans les récits, les séries et les films fantastiques. On pense au Horla de Maupassant, à l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Le motif du double est aussi récurrent dans les séries, je pense notamment à Buffy contre les vampires. Le motif du double apparaît aussi dans la science-fiction. Je pense à Ces garçons qui venaient du Brésil, d'Ira Levin, adapté au cinéma par Franklin Schaffner en 1978. Je pense également à Sit-in de Chéri, Au meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou à Hier les oiseaux de Kate Wilhelm. Cela fait écho au clonage qui nous questionne sur les limites de l'humain et sur l'identité personnelle. A-t-on le droit de cloner un être humain ? Suis-je un être unique ? Sommes-nous remplaçables ? Nous réfléchissons plus particulièrement à ces questions dans l'enseignement de spécialité Humanité, littérature et philosophie. Et si vous cherchez des informations sur cet enseignement de spécialité Humanité, littérature et philosophie, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet. Pour finir,
Amphitryon n'est pas, certes, la pièce la plus célèbre de Molière. Mais comme vous le voyez, elle soulève de nombreux problèmes qui nous invitent à réfléchir tout en prenant du plaisir, en nous laissant nous émerveiller par son univers féerique. Bien qu'elle ne soit pas la plus célèbre, Amphitryon de Molière va tout de même inspirer de nombreux dramaturges par la suite. En 1807, Heinrich von Kleist crée une pièce intitulée Amphitryon, une comédie d'après Molière. Et en 1929, Jean Giraudoux propose une pièce intitulée Amphitryon 38 que nous étudierons également. Autrement dit, Molière, à travers cette pièce, a contribué une nouvelle fois à faire émerger un véritable mythe littéraire. Et maintenant, un petit bilan de ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, au moment de présenter Amphitryon en 1668, Molière est isolé et a perdu le soutien du roi depuis l'affaire du Tartuffe, pièce censurée en 1664. Dans le Tartuffe, Molière s'attaque aux dévots, qui sont un groupe d'influences se servant de la religion afin d'exercer le pouvoir et de parasiter la société. Pour Molière, les dévots ne sont que des hypocrites qui instrumentalisent la religion afin de conquérir le pouvoir. Mais au cœur de cette crise, Molière reçoit le soutien du Grand Condé, qui est un des chefs du Parti libertin en France. Les libertins constituent un parti d'influence opposé au parti dévot. Ils sont athées, matérialistes, épicuriens et prônent la liberté de penser. C'est pourquoi Amphitryon commence par une dédicace à Louis II de Bourbon. Grâce au soutien de Louis II de Bourbon, qui est le cousin du roi, et grâce à l'Amphitryon, Molière retrouve le soutien de Louis XIV, qui lève l'interdiction de publier et de jouer le Tartuffe en novembre 1668. Quelle est l'intrigue principale ? Jupiter convoite Alcmène, qui est l'épouse d'Amphitryon. Avec l'aide de Mercure, Jupiter prend le visage d'Amphitryon afin de passer une nuit avec Alcmène. Sosie, le valet d'Amphitryon, ne parvient pas à accéder à la maison d'Alcmène pendant que Jupiter est à l'intérieur, parce que Mercure, qui s'est métamorphosé en Sosie, défend à quiconque d'entrer. Sosie, malmenée par Mercure qui a pris son apparence, court prévenir son maître Amphitryon. Amphitryon est donc une comédie d'intrigue puisqu'il s'agit d'un conflit au sujet de l'amour avec des maîtres et des valets. Mais alors que d'habitude, le conflit est surmonté grâce à la ruse du valet, ici, le conflit est redoublé et dédoublé entre Amphitryon et Alcmène d'une part et entre Sosie et Cléanthis d'autre part. À la fin, l'harmonie n'est pas retrouvée et seule l'apparition de Jupiter qui se démasque met un terme à la comédie. Mais Amphitryon est aussi une comédie de mœurs. Molière critique ici le sort fait à la condition féminine qui est trompée par les dieux et humiliée par les hommes. Molière dévoile les affres du mensonge, de la trahison et du libertinage des mœurs. En mettant en scène des personnages colériques, monomaniaques, comme Amphitryon, concupiscents, comme Jupiter, manipulateurs, comme Mercure, Molière crée avec cette pièce une comédie de caractère. Mais c'est aussi une grande comédie puisqu'elle est entièrement composée en vers. La référence à l'Antiquité, puisque cette pièce est directement héritée d'une comédie antique de l'auteur latin Plaute, et l'utilisation de la versification correspondent au goût classique. Et les effets spéciaux, typiques de la pièce à machine, au début et à la fin de la pièce, correspondent au goût baroque pour le spectaculaire
et la mise en abîme. Par ailleurs, l'emploi d'un vocabulaire raffiné, de métaphores et d'hyperboles pour exprimer les sentiments des personnages permettent de rattacher cette pièce à la préciosité qui était très en vogue en 1668. Enfin, la référence à la mythologie permet de laisser libre cours à l'imagination et favorise la création de costumes, de décors et de mise en scène marqués par le merveilleux. En dévoilant les dangers et les mensonges du libertinage des mœurs, Molière se défend contre toute accusation d'immoralité. Il nous apprend ainsi à faire la différence entre le libertinage des mœurs, qui implique le mensonge, et le libertinage intellectuel, qui implique la loyauté, la fidélité à soi-même, la vérité et la liberté de penser. Le thème principal de la pièce est celui du double. Il nous amène à nous questionner sur notre identité personnelle. Peut-on m'obliger à renoncer à moi-même ? C'est la question que nous allons nous poser avec Sosie, Alcmène et Amphitryon, qui sont les victimes des dieux. Par ailleurs, le thème du double fait écho au débat actuel sur le clonage humain et sur la singularité du moi. Sommes-nous remplaçables ? Avez-vous bien écouté ? Maintenant, c'est à vous de jouer. Pour favoriser la mémorisation des connaissances transmises grâce à cette vidéo, vous devez faire 3 quiz. Chaque quiz possède 20 questions. Vous avez droit à 2 tentatives par quiz. Le premier est consacré au libertinage, le deuxième au contexte et à l'intrigue de la pièce. Et le troisième est axé sur la stratégie de Molière dans cette comédie et sur les thèmes dans l'Amphitryon. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo dans son intégralité en prenant des notes. Bonne chance!